Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis avec Nicolas. Salut Nicolas. Ah, écoute, je la fais à toi et fois. C'est toujours l'asile. C'est pas quelqu'un de sérieux sur ce genre de choses. C'est terrible. Je pense que jamais on va réussir. On poursuit sur notre lancée la dernière fois. Cette fois-ci, avec un peu plus de recul, on va parler des autres annonces qui ont été faites au Google Next. Notre deuxième partie. Là, on va aller de façon un peu plus aléatoire. La dernière fois, c'était concentré sur un produit spécifique dans lequel tout est impliqué. Là, on va aller un peu plus largement. Ouais. Puis, je vais moi-même parler de mes propres expériences par rapport à ça parce qu'il y a plusieurs des produits que je suis allé dans les conférences ou dans les ateliers qui étaient spécifiques. Fait que j'ai des opinions et des textes très intéressants à rajouter par rapport à ce que tu peux lancer par rapport à ça. J'ai vraiment hâte de t'entendre sur nos sessions parce que j'ai pas eu le temps d'en écouter tant que ça. Ben, honnêtement, j'étais trop occupé au bout de. Oh oui, toi, t'avais une job. Là. Moi, c'était pas un congé, là, mais moi, j'étais là pour aller apprendre une bonne shot de choses. Puis j'étais très satisfait de ce que j'ai appris parce que j'ai mon cerveau complètement blowé après ça. Là. Puis ça a été, tu sais, nous, on avait peut-être une cinquantaine de clients québécois du bureau de Montréal qui est attaché au bureau de Montréal qui sont venus à Google Next. Même la dernière journée de Next, on a loué un autobus, puis on a amené tout le monde visiter les bureaux. Là. Je pense que tout le monde a vraiment trippé à ça. Puis je pense que c'est un constat général. Tous nos clients ils ont vraiment adoré leur expérience. Fait que ce que tu disais, ça spot, hein? Oui, ben c'est ça, c'est super trippant. En tout cas, moi, ça m'a rehaussé ma connaissance de l'écosystème. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses, puis à certains égards, de faire quelques mythes qui vivaient encore dans ma tête. Fait que c'est excellent. Moi, j'en suis sorti là, avec beaucoup d'idées. Puis une compréhension plus précise d'un bon nombre de choses, dont le AI, dont la place du AI en sécurité, donc comment ces composantes-là fonctionnent, comment tout ça se met en œuvre. Et c'est plus juste, j'ai lu un article rapidement dans une affaire. Là, c'est vraiment avec les vrais ingénieurs, avec la vraie discussion, avec les vraies affaires. Moi, ça a été spectaculaire. Fait que ça, c'est mon texte général sur l'événement. On va aller sur des éléments que tu m'as montré qu'on aimerait qu'on aborde. Là. Yes. T'as-tu dit AI? Parce que si on n'en a pas annoncé je pense qu'il y a un talk qui a fait une blague parce qu'il a réussi à ne pas plugger le mot AI dans l'ensemble de sa chose. À la fin, il dit je ne l'ai pas plugué. Oui, effectivement. Il y avait beaucoup d'AI dans notre convention. En gros, moi, ce que je te propose de faire aujourd'hui, tu vois, ça va être un super beau jeu. Il y a un article sur Internet, un blog qu'on a posté que ça s'appelle toutes les 161 choses qu'on a annoncées à Google Next. Bon, en anglais, évidemment, All 161 Things We Announced at Google Next. Si vous voulez googler ça, essayez d'aller voir la liste à laquelle je me réfère. Mais en gros, il y a un blog qu'on a fait qu'il y a chacune des 161 annonces qu'on a faites. Fait que là, le jeu auquel on va jouer ce soir, ça va être, on prend des sujets random d'intérêt en sécurité. Puis, soit tu me jases de ce que toi, tu as vu dans les conférences, ou soit je te jase de ce qu'on a annoncé. Ça marche-tu? Ça marche. Ça marche, all right. Fait que je vais commencer. Parce que là, on a déjà parlé de Firewall Plus, fait que ça, on ne viendra pas là-dessus. Moi, le premier que j'aimerais jaser, c'est quelque chose qu'on a appelé qui s'appelle Cross Cloud Network. Si tu sais quoi, Cross Cloud Network? Oui, c'est la façon de protéger le multi-cloud à partir d'un cloud. Aïe, c'est bon. OK. Petit rappel, l'infrastructure d'Alphabet sur laquelle Google Cloud roule, c'est une des plus grandes sur la planète. L'Alphanet, c'est énorme. Puis, on déroule nos fibres optiques dans l'océan. Fait que, ce qui fait en sorte que lorsque tu rentres dans le réseau de Google Cloud, dans les faits, tu rentres par la même place que YouTube, Search, Google Photos, Gmail et compagnie. Fait qu'une fois que tu es là-dessus, on a 187 points de présence qui te permettent de router à l'intérieur du réseau de Google. Fait que là, ça te permet, si tu as des workloads au Japon puis à Montréal, il faut que tu traverses des données d'une place à l'autre. Ben, tu es capable de le faire sur un réseau interne et privé, encrypté, mur à mur, alors au lieu de le faire sur Internet. Fait que ça, juste en soi, en termes de performance, latence, c'est une chose, sécurité, c'est hot. Mais là, ce qu'on a annoncé avec le Cross Cloud Network, c'est la capacité de prendre cette infrastructure-là et t'en servir pour connecter d'autres cloud providers. Ça, c'est cool. C'est très cool. C'est très cool. C'est comme mettre un cloud en avant d'un cloud. L'affaire, c'est que le cloud qu'on met en avant d'un autre cloud, avec, comme on disait, d'autres couleurs, ce réseau-là va bénéficier du réseau privé, d'un des plus gros réseaux privés de la planète. Fait que
Ça veut dire que quand on rentre dedans, pour atteindre un autre cloud provider, ben, tu as des gros gains en termes de performance, de simplicité. Ça te permet de connecter plusieurs cloud providers ensemble à travers Google Cloud avec tous les bénéfices au niveau de la performance de la sécurité. Ben, il y a la performance, mais il y a également la sécurité parce qu'on accède à tous les composants de sécurité de Google à travers cette offre-là, ce qui est un avantage très important. Firewall plus Cloud Firewall plus est un exemple de cela. Et il y en a d'autres éléments comme ça qui peuvent se rebâcher et justement augmenter la valeur de la sécurité. Cloud Armor, tu en as un autre, il y en a plusieurs composants qui peuvent justement bénéficier de cette offre-là, n'ayant un entrée, mais en bénéficiant des services des autres clouds en même temps. Yes. Puis, comme ça roule dans nos 187 points de présence, ben, ça permet d'être très, très proche des autres clouds. Donc, on minimise la latence, on simplifie la performance. Puis, il y a certains, je ne sais pas si tu t'en rappelles de nos autres discussions dans le passé, il y a beaucoup de services de Google Cloud qui ne roulent pas dans les régions, mais qui roulent plutôt dans ces 187 points de présence-là. Si on pense au load balancer, au global load balancer, qui nous permet de publier une adresse mondialement, peu importe la région. Donc, une adresse P. Le Quad 8, le 8.8.8.8, les DNS de Google, c'est un super bon exemple de ça. Après ça, il y a le CDN, le WAF, tout ce qui est des DOS, la protection des DOS. Donc, il y a beaucoup de services qui roulent dans ces points de présence-là. Là, ce qu'on a rajouté avec le Cross Cloud Connect, ben, c'est la capacité de se connecter à d'autres cloud providers pour faciliter la transition entre ces autres cloud providers-là. Ça m'arrive très fréquemment d'avoir des clients qui ont soit leur workload chez nous, puis la base de données ailleurs ou vice-versa. Donc, quand tu as une architecture 3 tiers où est-ce que tu as la BD, le front-end, le back-end, ben, c'est pas rare qu'on ait des clients qui prennent la BD dans un autre cloud puis ils prennent notre capacité au niveau applicatif. Fait que là, ça va faciliter parce que tu vas réduire les enjeux de performance en étant plus proche des autres clouds. Ah, puis au niveau de la latence, moi, je trouve ça spectaculaire parce que je fais régulièrement des tests de latence sur les réseaux quand je me branche. Justement, vérifier, puis j'utilise justement le 8.8. Et j'étais dans un hôtel, puis ça, je vais le répéter parce que ça m'a flabbergasté. J'ai eu une latence sur un Wi-Fi d'hôtel de 3 millisecondes avec ça. Donc, je ne sais pas où il était sur le DNS, mais il était probablement dans le sous-sol de l'hôtel. Ça n'a aucun sens comme il n'y a pas de latence. Ça. 3 millisecondes? T'étais où? C'était en quelle ville? Paris. J'étais dans un hôtel à CDG. OK. C'est un hôtel proche d'aéroport à CDG. Et un Wi-Fi, tu sais, un Wi-Fi ajoute de la latence. Dans un réseau d'hôtel, les gens, c'est de la merde parce qu'il y a de la latence comme on fout. Et là, j'avais 3 millisecondes de latence. Même dans mon réseau à la maison, j'ai pas une latence aussi faible que ça. Ouais, c'est ça. La latence de ton ISP est à comme 25. Puis là, oui, l'hôtel devait être branché directement sur le réseau de Google. Drôle. Ça n'a aucun sens. Mais j'ai trouvé ça spectaculaire que là, j'ai vraiment regardé, j'ai vraiment eu l'air d'un chevreuil. J'ai regardé ça. J'ai dit, oui, mais ça se peut pas, 3 millisecondes. C'est comme si je t'ai branché directement sur le DNS, c'était à côté de moi, t'es dans ma chambre. Ouais, ben dans les faits, il ne devait pas être bien loin. Parce que c'est ça, le point de présence, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va te router sur l'Internet public jusqu'à le point d'entrée sur le réseau privé. Puis de là, il te route vers le workload ou l'engine Kubernetes le plus proche. C'est pas parce qu'il est le plus proche physiquement qu'il n'est pas le plus proche en termes de millisecondes, hein? Fait que ça se peut que tu rentres, mettons, à Toronto, à Montréal, puis que le plus proche, ça soit US Central et non une autre région. C'est intéressant de savoir que tu peux envoyer tes workloads le plus proche possible avec la puissance du réseau d'Alphabet. Oui, mais en tout cas, bref, celle-là, c'est spectaculaire. Et justement, c'est l'avantage de cette annonce-là, justement, de bénéficier de cette rapidité-là et cette absence de latence-là dans les... Puis tu parlais de 3 tiers. Si ta BD n'est pas à la même place que ton compute, ben c'est justement très important que la latence soit au minimum. Là. C'est parfait. Non, c'est hot. OK, on continue dans la liste des 161 sujets. Je vais en prendre un qui est dans les faits. C'est plusieurs fois la même annonce, mais appliquée à des projets, à des solutions Google différentes. Fait que Duet AI. Donc, oui. Duet AI chez Google, c'est notre réponse à notre compétition.
on va pas les nommer, qui utilisent des large language models pour pouvoir faire n'importe quoi, faire toutes ces actions au quotidien. Donc là, Google a baptisé ça Duet AI. Cette fonction-là permet d'utiliser des large language models dans plein d'outils de Google. Donc, c'est un podcast de sécurité. On veut jaser de sécurité. Oui. Ce qui est important, c'est où est-ce que Google a appliqué Duet AI. Fait que là, Duet AI, je vais te parler de 3 use cases différents. Fait que le premier, Duet AI dans Mandiant, Threat Intelligence. Donc, oui. Mandiant Threat Intelligence, c'est une plateforme qui permet de consulter des IOC, de gérer toutes les threats que ton organisation a versus celles qui sont observées ailleurs dans d'autres clients de Mandiant. Donc, c'est vraiment un TI typique. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté Duet AI dedans. Donc là, ce que ça permet de faire, c'est lorsqu'on va détecter, lorsqu'un client de Mandiant détecte certaines attaques, on va être capable de demander à Duet d'interpréter c'est quoi que c'est. Donc, on va être capable de dire, cette nouvelle attaque-là qu'on a observée sur les internets récemment, peux-tu me la summariser? Peux-tu me l'expliquer? Donc, ce qu'on va faire, c'est avec nos large language models, on va être capable de te l'expliquer, de te la décrire, puis te donner des cues sur en quoi ça t'affecte avec tes autres IOC qui ont été observés. Tout à fait. Puis un des éléments qui est important, puis ça a été annoncé et répété largement dans plusieurs des conférences, c'est ce qu'ils appellent que le AI, dans ce cas-ci Duet, il est grounded. Il est grounded. C'est-à-dire qu'essentiellement, il s'appuie sur des faits et ça réduit l'hallucination qu'on détecte dans les AI plus grand public, largement utilisés, qui hallucinent énormément puis inventent des choses. Ceux de Google sont rattachés sur du factuel. Donc ça c'est un exemple où ils viennent rattacher, parce que c'est dans ces présentations-là que j'ai assisté, ils revenaient souvent, ça a été grounded. Donc, nécessairement, ce que Duet va donner, c'est pas des hallucinations en aucun cas, parce qu'il s'est rappuyé sur du contenu réel et il se revalide. Fait qu'il y a une fonction, ça, je connais pas la technicité en arrière, mais Duet va revalider dans du contenu actuel pour s'assurer qu'il ne divague pas. Mais c'est super intéressant cette idée-là, puis ça donne encore plus de valeur à ces ajouts-là on pourrait nommer dans d'autres utilisations de AI dans un même contexte où ils n'ont pas ce degré de rattachement à la réalité et que là, il y a un danger potentiel que l'interprétation qui soit faite des autres utilisations d'une affaire comme ça soit inexacte. Et en cyber, c'est surtout dans les cas qui sont comme ceux-là, si on dévie de la réalité, ça peut avoir des conséquences importantes sur notre capacité de réponse et peut-être même mener à des incidents. Yep. Une autre application où est-ce que je regarde ma petite liste, là, l'annonce numéro 109, c'est Duet AI in Chronicle Security Operation. Donc, Chronicle Security Operation, c'est notre SIM. C'est SIM que Google utilise, qu'on a développé interne pour nos propres besoins, qu'on a mis comme un produit. L'utilisation du Duet AI, ce qui est cool, c'est que ça permet pas de remplacer, mais d'accélérer ou réduire le besoin en humain dans des sécurités opérationnelles. Ce que ça veut dire, c'est au quotidien, là, quelqu'un qui travaille dans un SOC, quelqu'un qui travaille, il doit faire de la recherche, il doit créer des queries, il doit être capable de chercher dans des pétabytes de données des indicateurs, il doit être capable de rapiécer des indicateurs ensemble pour détecter la source d'un incident vient d'où. Bien, Duet AI va permettre de simplifier la création de cette query-là en Yara. Donc, on va être capable de dire à Duet, j'ai besoin de connaître tel indicateur qui est arrivé à tel moment sur tel système. Quelle est la requête que j'ai besoin de faire? Puis là, ça va te générer ta requête. Donc, ça va accélérer le temps que ça prend. Donc, un SOC analyste qui n'est pas obligé de la coder lui-même va pouvoir demander à Duet de lui faire à sa place. Puis par la suite, on va pouvoir la fine-tuner. Puis... Oui, c'est un des avantages. Puis j'ai vu plusieurs démonstrations de ces usages-là dans Chronicle, entre autres. Et au-delà de la création de requêtes, il va ressummariser des informations. Il va prendre ce qui est dans les requêtes et il va nous le remettre en contexte. Et ça, je trouve ça complètement malade parce que pour l'analyste, à la place de faire la recherche puis de devoir remettre en contexte lui-même manuellement, de retrouver les informations et de croiser les informations disponibles publiquement comme les ARIN, la réputation des IP et ainsi de suite, mais Duet va le faire pour lui. Fait que tout le travail est sauvé.
ça n'enlève pas la job de l'analyste parce qu'on doit quand même, on le traiter quand même, mais les accélérer de façon spectaculaire. On l'a aussi dans Menzin, le hunting. Fait qu'il va appuyer le hunting, il va venir chercher, il va élever la capacité de hunting qu'on a pour trouver des éléments encore rares et d'aller plus loin. J'ai vu les démonstrations, là, j'étais flabbergasté à quel point le travail d'analyste, il est tellement plus facile et on ne perd plus notre temps à créer, comme tu as des raquettes, on ne perd plus notre temps à des tâches plus cléricales. On passe vraiment, on fait du vrai hunting, on part vraiment à la chasse. Hey, ces temps-ci, là, avec le shortage qu'on observe là, dans les employés en sécurité, là, c'est vraiment bienvenu. Les compagnies sont vraiment dans une position difficile en ce moment parce qu'il n'y en a pas de ressources. Quand on en a, c'est difficile de les retenir. Ben, quand on leur donne des outils comme ça, ben, ça améliore leur travail. Ça rend leur travail plus intéressant parce que tout le bout de plate de créer la dernière quête pour pouvoir faire sa recherche, c'est tout accéléré. Ça se fait tout en un claquement de doigts. C'est vraiment ça. Ça simplifie la recherche. Ça permet des recherches dans des données complexes. Puis, ultimement, ben, les employés ont plus de fun au travail. Ah, définitivement. Puis, j'aimerais ça pouvoir jouer avec ces jouets-là. En tout cas, dans un avenir rapproché, je n'ai pas l'occasion, mais c'est vraiment, vraiment chouette les démos qui ont été faites parce que les ateliers que j'ai faits, c'est des 200 ou des 300, c'est-à-dire de milieu intermédiaire ou de milieu avancé. Et ce qui a été vu là, c'est tout à fait wow. Le travail des analystes en SOC va définitivement changer parce qu'ils ont des outils supérieurs. Et avec ça, je peux pas comprendre je pourrais pas vivre sans ça maintenant parce que c'est tellement mieux. Ça sommarise, ça remet en contexte par rapport en contexte. Il n'est pas intelligent, mais il va prendre les données qu'il a à sa disposition, il va remettre en contexte un certain nombre de choses en sommarisant, en n'inventant pas des choses qui sont inexactes. Ça accélère. Tu n'as pas besoin de lire le grand bulletin de 300 pages pour comprendre. Il va te le summariser en 3 paragraphes. Ça te permet rapidement d'arriver au cœur de l'action. Puis on n'a pas le temps de lire le 300 pages. Peut-être dans nos temps libres, mais dans le travail, on a tellement de choses à faire que non, on ne peut pas. Fait que ça sauve ce temps-là. C'est fou. La dernière place qu'on a intégré Duet AI, c'est dans Security Command Center. Il y a une couple de mois, tu as eu un podcast avec mon collègue Yann Belrose. Puis Yann, il avait couvert, c'était quoi SCC, Security Command Center. Donc, Chronicle, quand on parle de ça, on parle vraiment de choses cloud agnostiques. On n'utilise pas Chronicle spécifiquement pour Google Cloud. On s'en sert pour des besoins de sécurité. SCCP, Cloud Security Command Center Premium, ça, c'est un outil Google pour Google, par Google. C'est vraiment juste pour gérer tes workloads. Ben, on a ajouté la capacité de Duet AI. Puis là, ça, c'est le fun. Puis honnêtement, j'ai passé ma semaine à Google Next à faire des démos spécifiquement de ça. Parce qu'au bout de sécurité, on avait ça dans le showcase. Donc, ça nous permettait de montrer aux clients c'est quoi les findings. Donc, ce que ça fait Duet AI à l'intérieur de Security Command Center, ça va summariser un problématique de posture ou une vulnérabilité ou une attaque que SCC a détectée. C'est le bénéfice de ça, là, c'est généralement quand toi tu reçois ces alertes-là, puis ça s'applique à peu près à tous les systèmes de sécurité. Tu as un paquet de données, tu as des timestamps, tu as un workload spécifique pour pouvoir pleinement apprécier qu'est-ce que cette alarme-là veut dire, mais il faut que tu cherches, il faut que tu te casses la tête, il faut que tu dises, OK, c'est quoi ce workload-là déjà? OK, j'ai-tu tel port d'ouvert dans tel firewall? Comment ça? Est-ce que je suis exposé? Tu te poses un paquet de questions, puis Duet AI dans SCC, c'est direct ça qu'il fait. Il va résumer toute cette recherche-là que tu aurais besoin de faire par rapport à cette attaque ou cette vulnérabilité ou cet asset-là que tu as, où est-ce qu'on vient de t'exposer un paquet de données, ben, on va te les summariser, on va te créer un beau petit texte qui te dit ce workload-là, il est vulnérable à telle vulnérabilité avec le tel numéro de CVE, puis voici ce que ça veut dire, puis voici quelle règle de pare-feu dans ta configuration t'expose. Donc, ça va vraiment te résumer puis t'éviter un paquet de travail de recherche. Oui, bien, c'est ça. Ça aussi, ça sauve. Ça remet en contexte avec les données à sa disposition. Fait qu'il n'invente pas, puis justement, il est capable de faire une partie du travail de corrélation qui est plus manuel pour les analystes. Il le fait tout, puis il dit dans des textes qui sont faciles à comprendre, qui sont rapides à lire, ça va super bien. Moi, j'ai été
époustouflé par tout ça. Époustouflé par tout ça. Là, c'est à ton tour. Jase-moi un peu de la chose qui t'a le plus excité à Google Next dans les sessions que tu as. Le plus excité. C'est une drôle façon de le dire. Je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est Secure Compute, Confidential Compute, tout dépend comment on veut le nommer. Parce que c'est une des clés d'arriver à une certaine forme de souveraineté numérique et tous ces éléments-là. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs séances de souveraineté numérique aussi également, dans lesquelles des partenaires de Google ou Google venaient parler justement de toutes les choses qui sont mises en place, entre autres dans le AI, que le AI n'est pas comme le plus grand, disons, le plus grand connu sur le marché, ou c'est un Facebook, dans le fond, qu'est-ce qu'on y met? Ben, c'est public. Mais Google a pris le chemin contraire. Tout ce qui est utilisé dans ces moteurs de AI, peu importe la nature, sont tous privés. Donc, puis ils mettent d'énormes efforts à maintenir ça privé et ça va jusqu'à, dans le cas de Workspace, de tenir le volet privé par individu. Fait que c'est très, très puissant ce qu'on est capable de rendre très, très granulaire le volet de privacy qui est lié à ça. Et il y a dans le Secure Compute, c'est la façon de faire exécuter des workloads sans que ceux-ci soient visibles par Google. En maintenant des clés, puis tous les éléments de manipulation des clés qui suivent avec ça. Oui, tu as l'air d'avoir une question? Ah non, je t'écoute parler, je trouve ça hot parce que j'aurais vraiment aimé écouter ces sessions-là. Malheureusement, j'avais pas le temps. Oh oui, c'est fou parce que ils disaient, ça c'est un modèle qu'ils ont sorti, je ne me rappelle pas le nom exactement qu'ils ont donné, TPX ou une affaire comme ça. Là, ça, prenez-moi pour moi. Tu dois faire des erreurs, pas moi. Moi, je peux pas dire des niaiseries ici, mais toi, c'est moi les tomates si je me suis trompé. Mais en tout cas, je ne me rappelle plus le terme exact. Mais essentiellement, c'est que ça permet à deux compagnies qui sont des compétiteurs de collaborer sur un set de données sans que les données du compétiteur leur soient visibles. Ouais, ça, c'est cool. Fait que c'est vraiment très hot. Tu donnais l'exemple dans un milieu financier où deux banques doivent partager de l'information pour lutter contre la fraude, mais sans partager à l'autre leurs données internes. Donc, ce qu'il faisait essentiellement, c'est qu'il créait une espèce de tiers partie de compute qui fonctionne en Secure Compute, c'est-à-dire que les clés de chiffrement sont hardware, sont sa machine, puis le CPU déchiffre le contenu de la mémoire au moment de l'exécution. Puis Google n'a aucune façon de voir ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, il faudrait être dans la machine. C'est la façon que c'est fait, puis c'est les CPU, c'est vraiment machine dans laquelle ça s'exécute. La façon que les clés sont stockées, ça ne permet pas ce genre de choses. Fait que le contenu de la mémoire n'est pas visible, donc on n'est pas capable de voir ce qui se passe. Puis bon, c'est important pour savoir le contenu de la mémoire parce qu'on a des instants récents qui ont vu que si on voit le contenu de la mémoire, ça peut causer certains soucis. Ah oui? Tu fais-tu référence à quelque chose? On a appris ça récemment que ça peut causer des soucis. Fait que là, on voit pas le contenu de la mémoire. Google ne voit pas le contenu de la mémoire. Pas personne ne peut voir le contenu de la mémoire tant qu'il ne déchiffre pas la clé à partir pour que ça embarque. C'est ça. Donc, une fois que c'est fait, les deux partenaires ont un process commun qui va voucher par les deux avec des clés de chiffrement et ainsi de suite. Fait que si quelqu'un change le workload, bien, le workload va arrêter de complètement fonctionner, donc les partenaires ne marcheront pas avec ça. Donc, à partir de ce moment-là, si quelqu'un change de façon non autorisée le workload, bien, les deux partenaires, ça va arrêter de fonctionner. De un. Ensuite, quand les partenaires envoient les données dans le système, l'autre ne les voit pas parce qu'ils sont chiffrés, ils ne sont accessibles. Et la seule information qui sort, c'est l'information qui est définie par le workload, c'est-à-dire une réponse s'il y a un problème de fraude ou pas dans le cas des banques, sans que l'autre ait vu l'information, sans que rien soit visible pour ni un ni l'autre. C'est vraiment un use case intéressant, ça. Puis ça démontre à quel point on est capable d'être ultra sécuritaire, dans bien des cas bien plus sécuritaire que ce que les gens pourraient faire on-premise. Quand est-ce que tu as vu ça, ce genre de setup-là on-premise? Ben, ça ne peut pas par on-premise parce que dans ce cas-ci, c'est deux compagnies qui ne se font pas confiance, qui doivent collaborer parce qu'ils ont des contextes légaux qui les obligent à collaborer. Fait que là, il faudrait un tiers parti qui développe un système que les deux compagnies signent puis que le tiers parti conserve de façon absolue en sécurité les informations qui sont partagées. Et bon, l'expérience récente nous montre que c'est très difficile de mettre nos données dans un tiers puis de lui faire confiance qu'il n'y aura pas une fuite de données chez eux parce que
Tout le monde connaît des fuites. Dans ce cas-ci, le système est monté de telle façon que même si quelqu'un attaque le système, les données sont inaccessibles et même Google ne les voit pas. Non, c'est ça. On est dans l'absolu, il n'y a aucun problème. C'est ultra bien protégé. Ça, c'est un cas très amusant, mais il existe une panoplie d'autres cas où ce genre d'éléments-là de partage ou de collaboration dans un environnement tiers est super pertinent, d'où les cadres légaux, d'où certaines compagnies, certaines compagnies qui veulent juste partager, mais sans partager le contenu, veulent que leurs données soient utiles, mais sans que l'autre puisse les voler, par exemple, ou peu importe, il y en a une panoplie dans ce sens-là. Là. Non, c'est super intéressant. Si on continue dans la liste, tantôt, tu as parlé de souveraineté. Dans la liste de notre blog, là, je vois le numéro 116. Lui, il a retenu mon attention. Ça s'appelle Assured Workload. On en avait-tu déjà parlé ensemble? C'était quoi Assured Workload? Non. Bon. Annex, on a lancé en preview Assured Workload au Japon. Bon, là, le but, c'est que je te jase de c'est quoi Assured Workload. C'est le fun que ça soit disponible au Japon. Je suis super heureux pour eux. Mais au Canada, on l'a annoncé l'année dernière. Donc, l'été passé, on a lancé Assured Workload. Tu sais, ce que ça fait, c'est que ça permet de garantir la souveraineté de ce qu'il y a dans un périmètre sur un projet. Donc, on est capable de dire, OK, cette base de données-là, ce workload-là, cette clé d'encryption-là, on est capable de prendre chacune des ressources de Google puis de la confiner au Canada. Donc, on est capable vraiment de dire, c'est littéralement impossible d'être capable de rouler quelque chose et de sortir ces données. Donc, on voit la loi 25 qui commence, je crois, c'est cette semaine, si je ne me trompe pas. Ou c'est... Ça va être le 22 septembre. Je ne sais pas si l'épisode va être sorti ou pas à ce moment-là, mais bref, c'est imminent. Là. C'est ça, c'est imminent. Donc, la question, c'est où est-ce que sont vos données? On veut garantir que les données restent là où on les confine. Donc, Assured Workload, on l'a sorti l'année passée au Canada. Là, on l'a annoncé à Google News au Japon. Mon idée ici, c'était vraiment de dire c'est quelque chose qu'on est en train de déployer de plus en plus mondialement pour pouvoir garantir la souveraineté numérique. S'assurer que les données restent là où elles doivent être. C'est très important. De toute façon, moi, je suis dans un environnement où cette notion-là est primordiale. C'est intéressant parce que je n'ai jamais vu d'assurance d'aucun autre cloudeur à ce point-là de garantir que les données ne sortiront pas d'une façon ou d'une autre du territoire. Donc, c'est très intéressant. C'est très, très important de le rappeler parce que je pense que les gens ne sont pas au courant de ça. Loi 25 au Québec, c'est 27 au fédéral qui va, j'ose espérer, rentrer en action à un moment donné. Et le RGPD en Europe, pour ceux qui sont les Européens qui nous écoutent. Là. Absolument. Écoute, on arrive à la fin. Dernier point que j'aimerais ça jaser dans ceux qu'on a annoncés. Puis, j'ai passé ma semaine à en parler au kiosque. On a publié un guide pour se certifier à Google Cloud Professional Cloud Security Engineer. C'est une certification que moi, j'ai faite l'année dernière. J'encourage vraiment tous les professionnels en sécurité qui écoutent le podcast à la faire. Quelqu'un qui a un tant soit peu d'expérience sur les autres clouds ou sur la technologie de base ne devrait pas être trop compliqué à faire, mais elle est extrêmement primée, cette certification-là, en ce moment. Tout le monde qui fait des migrations vers Google Cloud va vouloir avoir ça. Fait que ce qui est arrivé qu'on a annoncé à Google, c'est un guide pour étudier pour l'examen. Puis moi, je suis peut-être de la vieille école, là, mais j'aime encore ça, étudier dans des livres. Je t'ai déjà dit ça? Non, tu ne m'avais pas dit, mais... J'aime encore la lecture à l'écran n'a pas la même qualité que la lecture sur papier. Donc oui, j'ai énormément de livres à la maison. Exact. Je peux comprendre cet amour du papier. Ah oui, puis ça remonte à loin. Je dis, mon premier examen de CCNA que j'ai fait en 2002, je l'ai fait, j'ai acheté la brique de Cisco, puis je l'ai fait. Puis quand j'ai vu ce livre-là, que c'est un Googler qui a publié, on l'a eu au kiosque. Quand tu es venu me voir, je me rappelle pas si on en avait, mais j'avais une pile d'exemplaires qu'on donnait à des clients. C'est un guide en papier qui permet de couvrir tous les sujets qui sont inclus dans la certification. Ça, ce qui est le fun, j'encourage vraiment tout le monde à continuer à se certifier. Je sais que c'est difficile, ça demande beaucoup de temps, mais ça vaut extrêmement cher pour votre carrière, aux yeux des employeurs, puis ça vous permet d'apprendre des nouvelles affaires. Ça garantit un niveau de connaissance minimum, puis quand ces contextes-là est important.
Et pour la quantité de personnes que je vois qui s'improvisent, qui jouent l'apprenti sorcier et qui font n'importe quoi, je trouve ça très important que ce niveau de connaissance-là soit maîtrisé pour réussir à jouer dans ces affaires-là. C'est super important. Puis, tu sais, on en a des clients qui ont commencé chez Google Cloud il y a très longtemps. Puis, over time, nous, on a fait des annonces comme à Google Next où est-ce que les best practices ont évolué dans le temps. C'est important de maintenir ces connaissances-là, ces compétences-là. Chez Google, on a le Google Security Foundation Framework qui est vraiment la Bible des principes de sécurité appliqués à Google. Donc, tous ces concepts-là se ramassent dans ce livre-là. C'est vraiment de dire, OK, lorsque je commence de zéro, ou si vous voulez backtracker, c'est correct, mais lorsque je pars de zéro, qu'est-ce que je fais? Fait que, il y a plusieurs étapes. Donc, l'intégration avec le ID, puis l'intégration avec la structure de projet, de folder, de policy, toute la IAM. Donc, c'est tous des concepts qui font partie d'une base. Puis, faire ces certifications-là, ben, ça aide à comprendre la base, puis ça rend tout le monde meilleur à la fin. Ça sert à tout le monde, ça évite qu'on se ramasse dans le journal pour un incident. Puis je trouve ça, puis on n'abordera pas, mais ça va le devenir. Que tu as parlé de IAM, ben, l'identité et le nouveau périmètre, c'est vraiment ce qui est véhiculé présentement dans le moment. Puis c'est vrai parce que les anciennes structures ne sont plus ce que c'était. Maintenant, c'est des éléments. Et c'est important de le maîtriser. On n'en parlera pas là parce qu'on a fait notre temps, mais on va sûrement revenir sur le sujet de l'identité parce que c'est très important. Et comment ça se retrouve dans ces environnements-là. That's it. Écoute, en conclusion, j'invite tout le monde à aller lire ce blog-là, All 161 Things That We Announced at Google Cloud Next 2023. 161 annonces. Il y a beaucoup à lire, beaucoup à écouter. J'encourage vraiment tout le monde. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Il y a une transition qui est en train de s'opérer. C'est tout le fun ce qui s'en vient dans la prochaine année. Oui. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'y aller. Merci de m'avoir incité à y aller parce que ça a vraiment valu la peine. Un gros merci à toi. C'était vraiment agréable de t'avoir à San Francisco. Oui. Merci. All right. Hey, salut.